Coucou, avant de commencer cet épisode, je tiens à m'excuser de la qualité de ma voix. Je suis malade, mais promis, je fais de mon mieux pour que l'épisode soit tout aussi dynamique. Merci de ta compréhension et bonne écoute. Coucou, bienvenue sur Malentendu. Ici, ça parle de tout sans tabou pour t'informer, t'instruire et te faire réfléchir. Moi, c'est Mal, celle qui te chope ce qu'il faut, ta bestie de l'info. Installe-toi confortablement. Au sommaire, on s'attaque à la journée internationale du jazz qui marque son 15e anniversaire le 30 avril. Ensuite, on s'active sur l'exposition Titanic, un voyage immersif installé à Lyon jusqu'au 12 juillet. Et pour finir, on termine par Admirez-les tous, l'exposition Pokémon au musée en herbe à Paris qui se tient depuis le 16 avril jusqu'au 6 septembre. Allez, c'est parti! On connaît tous ce genre musical que peu de personnes écoutent. Pourtant, le jazz tient une place particulière dans la musique, par sa culture, ses légendes et son histoire. Alors, laisse-moi te présenter la journée internationale de jazz qui se déroule le 30 avril en France, mais aussi principalement aux États-Unis. Attends, je t'explique ce qu'il en est. Tout commence en 2011. Herbie Hancock, pianiste et compositeur américain de renommée mondiale, vient d'être nommé ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. C'est lui qui propose l'idée d'une journée internationale du jazz. En novembre 2011, l'UNESCO désigne officiellement le 30 avril comme journée internationale du jazz. Et fait rare, quelques mois après la proposition, chaque État membre de l'UNESCO vote pour adopter l'initiative à l'unanimité. En décembre 2012, l'Assemblée générale des Nations unies confirme formellement cette reconnaissance. L'ONU et l'UNESCO inscrivent désormais toutes les deux le Jazz Day à leur calendrier officiel. Mais alors, pourquoi le jazz mérite sa journée ? Herbie Hancock résume sa vision ainsi. Le jazz incarne la liberté, précisément parce qu'il puise ses origines de l'esclavage. Quand vous faites du jazz, vous ne jugez jamais le musicien qui joue avec vous. La seule chose qui vous préoccupe, c'est de l'aider à s'épanouir. Pour l'UNESCO, le jazz est un langage universel de liberté et de créativité. Il a joué un rôle historique dans la lutte contre le racisme et la discrimination et reste un vecteur d'unité entre les cultures sur toute la planète. La journée est célébrée par la promotion de la paix, le dialogue entre les cultures, la diversité, le respect des droits de l'homme, l'éradication de la discrimination et la promotion de la liberté d'expression. De plus, l'édition 2026 marque le 15e anniversaire de cet événement et coïncide également avec le 250e anniversaire des États-Unis. Chicago a été désignée ville hôte mondiale par l'UNESCO et Herbie Hancock pour accueillir le grand concert All-Star mondial. Si tu ne connais pas Chicago, c'est une ville particulièrement symbolique. Dès les débuts des années 1920, des musiciens de jazz remontaient le Mississippi depuis la Nouvelle-Orléans pour s'y installer. Des musiciens comme Louis Armstrong, King Oliver ou Jelly Roll Morton y ont développé le style Chicago, valorisant les solos, l'improvisation et les arrangements de Big Bang. La journée internationale du jazz est aujourd'hui un mouvement mondial qui touche chaque année plus de 2 milliards de personnes sur tous les continents, grâce à des initiatives pédagogiques, des concerts et des activités de sensibilisation dans plus de 190 pays. Oui, c'est bien beau tout ça, mais ça donne quoi en France ? Figure-toi que la France est particulièrement engagée dans cet événement. 4 villes accueillent ce genre musical bien comme il faut. En premier, Paris. Des artistes français, américains et internationaux célèbrent le 250e anniversaire de l'Alliance franco-américaine à travers un concert commémoratif autour du concept Sacha's Super Club, imaginé par la chanteuse de jazz Sacha Boutros. Le programme est centré sur l'improvisation et le patrimoine musical partagé entre la France et les États-Unis. Ensuite, Nice organise un concert exceptionnel réunissant des figures majeures du jazz international et de la scène française dans des formations totalement inédites. Ensuite, Nice organise un concert exceptionnel réunissant des figures majeures du jazz international et de la scène française dans des formations totalement inédites. Les musiciens joueront leurs propres compositions aux côtés des artistes avec lesquels ils n'ont jamais collaboré, faisant de cette soirée un moment de création spontanée et éphémère. TFC Jazz diffuse l'événement en direct. Et pour finir, à Lyon et alentour, le Jazz Day se déploie dans 40 lieux différents, près de 200 musiciens sur scène en une seule journée. Parmi les temps forts, un concert hommage est donné à Jean-Pierre Vignola, le programmateur historique de jazz à Vienne, récemment disparu, en présence de 35 musiciens et nombreux chanteurs de blues, tous ses potes.
Les concerts de jam session, expositions et projections couvrent Lyon, Vienne, Saint-Étienne et autres dans les bars, les salles de concert et les restaurants. Le jazz sort des scènes habituelles pour aller à la rencontre des publics. Mais qu'est-ce que cette journée dit de nous ? Le jazz est né de l'oppression et de la douleur. Il est devenu le symbole universel de la liberté et du dialogue. Comme le résume le secrétaire général des Nations Unies, depuis ses origines, le jazz jette des ponts entre les rives. Ses rythmes et ses harmonies font ressortir la force indomptable de l'esprit humain, capable de transcender les limites imposées par la pauvreté et l'oppression. En 2026, dans un monde marqué par les tensions internationales, cette journée résonne plus que jamais. Et la France, avec ses centaines d'événements gratuits et populaires, en est l'un des pays les plus actifs au monde. On connaît tous l'histoire tragique du Titanic, mais aussi du célèbre film de James Cameron, qui l'a rendu encore plus populaire avec l'histoire d'amour entre Rose et Jack. Mais pas d'inquiétude, si tu n'as pas la moindre idée du calvaire qu'était le naufrage du Titanic, je suis là pour t'expliquer en quoi consiste l'événement Titanic, un voyage immersif. L'exposition se tient sur la Sucrière, dans le quartier de la Confluence à Lyon, jusqu'au 12 juillet. Produite par Tempera, Exhibition Hub et Fever, l'exposition a déjà attiré 1,2 million de visiteurs dans le monde. C'est la première fois qu'elle est représentée en France et c'est Lyon qui a été choisi. Mais pourquoi avoir choisi ce lieu ? Eh bien, c'est un ancien entrepôt industriel réhabilité, devenu en quelques années un haut lieu de grande exposition internationale à Lyon. Après avoir accueilli Van Gogh, Banksy ou encore Harry Potter, c'est au tour du Titanic de jeter l'ancre sur les quais. Le prétexte historique est fort. Le 1er septembre 1985, l'épave du mythique paquebot était découverte au fond de l'Atlantique, 73 ans après le naufrage. Cette exposition commémore les 40e anniversaire de cette découverte. Mais revisitons ce que les passagers du Titanic ont vécu au cours de l'expérience. Dès l'entrée, chaque visiteur reçoit un billet d'embarquement de première, deuxième ou troisième classe et se transforme ainsi en passager du navire. La proue du bateau est reconstruite, c'est le décor emblématique de Jack et Rose pour une session photo inédite. Et sous une vitrine trône le cœur de l'océan, la réplique certifiée du bijou porté par Kate Winslet dans le film de James Cameron. Le parcours mêle reconstitution grandeur nature, objets originaux, documents rares, expériences interactives et projections 3D. Plus de 300 pièces authentiques issues du Titanic et de ses navires jumeaux, l'Olympique et le Britannique, y sont présentées. Parmi les pièces les plus marquantes, un billet originel de la première classe de la White Star Line, une lettre bouleversante de Thomas Andrews, l'architecte du Titanic, des événements du mobilier et de boiseries après le naufrage y sont également présentes. On trouve aussi le mythique violon de Wallace Hartley, le chef d'orchestre du Titanic, celui qui a continué de jouer jusqu'au bout malgré le naufrage. Mais c'est quoi le clou du spectacle ? C'est tout simplement la scène la plus saisissante où, dans une salle baignée de vidéo mapping, une reconstruction 3D fait revivre la nuit du 14 avril 1912. Le poing tremble, la fournaise de la salle des machines s'éteint sous tous les gerbes d'eau, la lumière vacille. Le visiteur assiste au naufrage depuis un canot de sauvetage au cœur de la nuit. Et pour les plus aventureux, tu peux opter pour l'expérience en réalité virtuelle par une plongée sous-marine qui reproduit le Titanic tel qu'il repose aujourd'hui à 3800 mètres de profondeur à partir de relevés scientifiques réels. Ce moment silencieux et intense laisse souvent une trace durable dans les mémoires. Et ce qui rend cette exposition si puissante, c'est qu'elle ne raconte pas seulement un naufrage. Si le Titanic captive encore, c'est parce qu'il les symbolise l'orgueil d'une époque, la modernité triomphante, confrontée à la fatalité. Les plus jeunes y découvrent un épisode clé du XXe siècle, tandis que les adultes y trouvent une réflexion sur le progrès, la mémoire et la résilience. Qui ne connaît pas le célèbre Pikachu ? Eh bien, sache qu'il fête ses 30 ans. Enfin, la licence Pokémon, pas Pikachu lui-même. L'exposition se tient du 16 avril au 6 septembre au Musée en Herbe à Paris. Elle célèbre un double anniversaire, les 30 ans de Pokémon, mais aussi les 50 ans du musée, tous les deux en 2026. Le Musée en Herbe, qui fête également ses 6 millions de visiteurs, est un lieu intergénérationnel, ludique et joyeux. Il partage avec Pokémon des valeurs communes comme le partage, la bienveillance et l'apprentissage artistique par le biais du jeu et de l'humour. Mais je tiens à te préciser que cette exposition n'a rien d'officiel. Elle est créée avec le musée, avec la complicité de la Galleria Enrico Navera, qui a prêté des œuvres d'art
des cartes Pokémon et mit le musée en relation avec des artistes contemporains. Le parcours de cette exposition est réfléchi et bien pensé pour que tu puisses voyager dans une sorte de capsule temporelle, puis dans le sens voyage et dans l'art. La première partie se déploie comme une capsule temporelle immersive, plongeant les visiteurs dans les années 90. On y découvre le portrait de son créateur Satoshi Tajiri, toutes les premières cartes japonaises et françaises, les dessins préparatoires du dessin animé, ainsi que des boosters et des goodies vintage devenus cultes. Des Game Boy géantes permettent même de rejouer au tout premier jeu Pokémon. L'exposition révèle les secrets de création de l'univers en montrant que derrière Pikachu et ses 1025 congénères se cache une matrice culturelle profonde. Les yokai du folklore japonais dialoguent avec leur double vidéoludique. Le poisson-chat Nasumi et Barbicha et le kitsune à 9 queues et Goopix, le tanuki métaphore et Evoli. Masques, estampes et sculptures anciennes face aux créatures pixelisées. Pokémon ne cesse d'être une simple franchise pour devenir héritier d'un imaginaire séculaire. Puis le parcours s'achève sur une sélection d'œuvres, montrant comment l'imaginaire de Pokémon continue d'inspirer la création contemporaine. Daniel Arshman, Catherine Bernhardt, Hervé Girosa, Hero et Speedy Graffito et d'autres artistes offrent à ces personnages légendaires une nouvelle évolution artistique. On retrouve également des références dans le dialogue entre pop culture et histoire de l'art. Mais quels sont les temps forts et les surprises de cette exposition ? Je pense notamment au jeu de piste où les enfants pourront découvrir l'exposition munis d'un déguisement Pokémon pour devenir les héros de leur propre visite. 2 jeudis par mois, Julien Bardakov, le traducteur au français originel, l'inventeur des noms de Salamèche, Carapuce et Bulbizarre et autres Pokémon de la première génération, est présent pour des quiz et des anecdotes exclusives. C'est un invité que peu de gens connaissent, mais qui est l'homme derrière toute la mythologie française de Pokémon. Et aussi, pour la première fois à Paris, une borne propose des boosters de cartes exclusives rouges et bleues, spécialement conçus pour l'événement. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté, mais ne pleure pas, toi et moi, on se retrouve tous les dimanches dans un nouvel épisode. C'était Mal sur Malentendu, le podcast qui te fait tendre l'oreille.